Je prends un resto éclaté, je lui propose un truc. Et je me dis comme ça, il a pas de raison de dire non, ça a jamais marché. Je savais que j'allais créer, je savais que j'allais monter une boîte, je savais pas trop dans quoi. Paris, Londres, Tokyo, ça en jette, hein. Non, c'était du bullshit. Parce que c'était stylé d'entour de personnes qui sont meilleures que toi et qui sont beaucoup plus focus que toi. Le mec m'y cuit à chaque fois. À tous les ans, il y en a qui sont récompensés et c'était tout simplement notre tour. Bienvenue dans CMJN saison 1, c'est le podcast où on invite des personnalités variées au profil coloré, autant des CEO touche à tout que des créatifs farfelus ou encore des illustrateurs de talent. Leur point commun, l'industrie créative ou plus largement, la communication et les arts graphiques. Alors installe-toi et bonne écoute. Bonjour Laurent Garouste. Bonjour. Tu voulais être ce fameux pote dans la com que tout le monde connaît pour réaliser des créas. Maintenant t'es le CEO du média digital du même nom, qui a pour vocation d'informer, de décrypter et de divertir une audience orientée com, créa et aussi dirigeant. Ça fait quoi de cumuler 1 million d'abonnés sur tous tes médias cumulés? Ça fait plaisir. C'est très très cool. En vrai, on n'a pas vraiment non plus d'objectif sur le volume de followers qu'on va avoir et d'abonnés. On est plutôt à la recherche d'une qualification du professionnel, de la communication et du marketing de manière très très large, parce qu'on va aller chercher la créativité également aussi, la pub. Voilà, donc ça fait plaisir. C'est très bien. C'est une métrique qu'on regarde, mais sans forcément avoir non plus l'objectif de... C'était pas un goal, quoi. Enfin, ça arrivait naturellement. Ouais. Ton papa, il était photographe, si je me trompe pas. Est-ce que tu penses que c'est ça qui t'a donné un peu la fibre créa? Il a envie de voir le monde un peu différemment? Je pense que oui. Je pense que ça vient de là, sans forcément avoir fait un travail d'introspection. Il était photographe, reporter, et je pense que ouais, ce truc d'aller sur le terrain, un petit peu capturer des instants, c'était un peu la genèse de J'ai un peu dans la com, quoi. C'était un blog où tu pars avec ta GoPro. Ton matos, et puis tu vas faire un petit peu de contenu comme ça et tu le partages à des gens. Lui, il le partageait dans des magazines, dans des livres. Moi, c'était plutôt full digital sur le site. Et du coup, il y a un peu une dualité dans ton parcours. C'est vrai que t'as ce truc un peu la fibre créa, mais le truc plus pragmatique. Comment t'oscilles entre les deux? Est-ce que maintenant il y a peut-être un des deux qui prend plus le pas sur l'autre? Ouais, c'est split, quoi, en fait, hein. J'ai un peu schizophrène. Ouais, c'est ça. J'ai toujours effectivement aimé le côté un peu très terre à terre, avec pas mal d'expériences plutôt orientées gestion, finance, et à côté de la créa et puis un petit peu plus de marketing. Donc, écoute, je vais chercher là où je veux, quand je veux, ce que je préfère, et je navigue à chaque fois comme ça. Donc là, aujourd'hui, dans J'ai un pote dans la com, évidemment, on fait énormément de choses très axées digital, production de contenu. Mais quand t'es CEO, tu fais aussi de la gestion, tu fais aussi de la compta, tu fais aussi toutes les tâches. Des tâches un peu ingrates, mais qu'il faut faire pour gérer la société. Ouais, ingrates, oui, c'est clair. C'est pas toujours très cool, mais voilà, c'est justement le bon mix dans ce que j'ai fait avant J'ai un peu dans la com que j'ai réussi à rassembler. Et tu le pilotes J'ai un peu dans la com tout seul? Non. Pour la partie vraiment CEO, je sais qu'il y a Valentin qui est associé. Même si à l'origine, je faisais tout et que j'étais un petit peu plus sur la partie création de contenu. Aujourd'hui, c'est quand même lui qui va être un petit peu plus sur la partie idéation, rédaction, éditoriale. Okay. Donc ça va être lui qui va faire un petit peu plus tout ce qui est la recherche des idées, de comment est-ce qu'on raconte l'histoire, qu'est-ce qu'on veut raconter comme histoire. Et là où moi je vais plutôt intervenir, ça va être sur toute la partie comment est-ce qu'on produit cette histoire. Si c'est un podcast, comment on produit le podcast. Si c'est une vidéo, comment est-ce qu'on produit la vidéo. Et donc voilà, plutôt sur le côté opérationnel et production. Et ça te manque pas de pas avoir ce truc vraiment créa que t'avais avant? Non, parce que je l'ai quand même, parce que même si c'est Valentin qui a plutôt ce côté édito, je reste quand même hyper proche de ces sujets-là, donc je vais forcément mettre mon grain de sel, regarder, amener des idées, challenger les idées qu'on amène aussi. Donc en vrai, je suis quand même dedans. C'est juste que j'ai plutôt des gens dont c'est le métier maintenant de le faire et de venir avec des concepts et des idées. Et à moi de si j'en ai envie, en fonction du client, du sujet, si ça me parle, de venir plus ou moins m'immiscer dans le sujet. Je vais rebondir sur un truc que t'as dit. Est-ce que ça a été facile pour toi de déléguer? À la base, nous, on est pur produit créatif. On est aussi chef d'entreprise. On a dû apprendre à déléguer. Toi, à la base, t'étais aussi tout seul. T'as construit une équipe. Comment t'as géré ce truc-là de devoir déléguer, de devoir faire confiance? Je pense que pour beaucoup de monde, c'est compliqué. Surtout quand on crée sa boîte, c'est un peu notre bébé, donc t'as pas envie de le confier à des gens que tu connais pas forcément. Ils vont pas avoir la même incentive à s'en occuper comme toi. Donc t'as toujours ce feeling de je ferai mieux. Donc c'est forcément un petit peu compliqué. Et en même temps, il y a une réalité que tu peux pas ignorer, qui est que si tu veux
grandir, bah tu peux pas rester tout seul. C'est compliqué et en même temps bon ça fait partie du jeu aussi quoi. C'est soit tu restes tout petit, une ou deux personnes et puis tu continues de tout faire à ta façon, à ton rythme, quand tu veux, comme tu le veux. Soit bah tu t'entoures de personnes qui faut pas non plus aussi l'ignorer, sont souvent meilleurs que toi à terme. En tout cas, peut-être qu'au début t'es pas forcément avec des profils qui vont correspondre ou avoir un niveau de seniorité qui fait que ça va te satisfaire à 100% par rapport à ton profil. T'as peut-être pas forcément les moyens aussi au démarrage. C'est vrai. À terme, tu finis par embaucher et recruter des gens qui sont meilleurs que toi et qui sont beaucoup plus focus que toi. Je me reconnais énormément dans ce que tu dis. Non mais c'est vrai. On va passer à Deadline Fighter si ça te va. Ouais. Enchaîner un max de réponses, donc des réponses courtes. Donc des fois c'est soit c'est binaire, soit c'est genre faut que tu répondes en quelques mots. Quoi. Du coup pour en faire un maximum en 1 minute, t'expliques pas forcément. Non. Tu préfères Créapills ou dans ta pub? Créapills. Plutôt marketing ou graphisme? Marketing. As-tu déjà craqué la suite Adobe? Oh oui. Quelle est ton agence créative préférée et pourquoi nous? Ah, pourquoi vous? Bah Hyperstone du coup. À part l'optimisation, quelle est ta passion? J'en ai pas d'autres. Quel est ton courant artistique ou architectural préféré? Ouais, faut répondre rapidement. Next, Joker. Il n'y avait pas de Joker. L'IA dans le domaine créa, pour ou contre? Pour, parce que de toute façon on n'a pas le choix. Quel métier tu voulais faire quand t'étais petit? Je sais le. Vite. TikTok pour ou contre? Ça dépend. C'était quoi ton premier jeu vidéo? Sonic. Les Lion, c'était comment? C'était très cool. Quel est ton secret pour aussi bien gérer les braises du barbecue? L'amour. De la vraie. Ok, il t'en restait 3, ça va. Est-ce que tu t'attendais à ce que J'ai un pote dans la com prenne autant d'ampleur? Non, en vrai, comme je disais tout à l'heure, c'était plutôt un blog. T'as posé la question tout à l'heure, qu'est-ce que j'aime d'autre? C'est créer en fait, c'est produire, c'est raconter des choses que je vois, que j'aime. Mais je suis pas étonné non plus parce que quand tu fais ce que t'aimes, en vrai, tu sais très bien que tu sais pas trop où tu vas. Tu sais pas trop jusqu'où et quelle intensité tu vas mettre en combien de temps. Tu sais qu'aujourd'hui tu mets toute ton intensité, mais tu sais pas forcément jusque quand. Et en vrai, je me dis il y a pas de raison que ça marche pas. Ouais. Parce que tu as mis ton cœur. Ouais. En vrai, marché, c'est hyper relatif, quoi. Oui, qu'est-ce qu'on appelle marché? Ouais, est-ce que marché c'est 1 000 abonnés? Est-ce que c'est juste avoir un team? 1000 abonnés, en fait, ça peut être considéré comme marché, ça peut me suffire. Ouais. Donc, j'imaginais pas et en même temps, je voulais pas spécialement me projeter pour me dire, en fait, je fais et on navigue, on verra où on va. T'as été vrai, t'as tout donné et tu t'es dit allez, on y va. Ouais, c'est ça. Et est-ce que justement, autour de toi, il y a des personnes qui croyaient pas du tout enfin tu vois, quand ça a un petit peu commencé, qui croyaient pas du tout en ce projet-là? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont pu peut-être te dissuader, te dire vas-y, est-ce que vraiment tu veux y aller? Non, et en même temps, je pense que je suis assez j'en parle pas spécialement à mes proches. Je fais vraiment mon truc de mon côté et donc j'ai pas forcément challengé ou demandé et de toute manière, il y a personne non plus qui m'a dit que ça fonctionnerait pas. T'as forcément tes parents qui te disent mais tu es sûr un job un vrai travail mais non, j'ai jamais eu de frein là-dessus. J'ai mon entourage évidemment qui m'aide plutôt quoi. Donc en vrai non, pas de frein, pas de ralentissement là-dessus. Est-ce que tu peux nous parler des plans, des objectifs, qu'est-ce qui va se passer pour J'ai un pote dans la com là? Donc, qu'est-ce qui va arriver? En gros, un peu de teasing, tu vois, nous donne un peu des petits points. On va continuer de développer les événements. Parce que c'est quelque chose qu'on aime bien. Ça fait 6-7 ans maintenant qu'on fait nos events. Ouais. Pour nous ou pour nos clients. On va toujours se réinventer, on cherche toujours des nouveaux formats. Il y a tout le temps des nouvelles plateformes, des nouvelles choses qui sortent, donc on s'y adapte. On va continuer d'innover là-dessus et on va continuer de produire toujours plus parce qu'on va grandir. Donc en vrai, c'est plutôt une question de formats finalement qui vont tout le temps être soit améliorés, soit des nouveaux qui vont arriver. Et sur la diversité des formats qu'on a déjà aujourd'hui, c'est de les élever en termes de niveau. On a déjà aujourd'hui une bonne qualification de l'audience, on a des gens vraiment très qualifiés, on a des belles marques qui nous suivent, on a énormément de décideurs et ce sont des bons décideurs, c'est les bonnes personnes dans de très jolies entreprises et donc du coup on va continuer de produire aussi de plus en plus pour ces gens-là, de devenir un peu plus niché. Là où aujourd'hui on s'adresse à une audience quand même assez large, on va produire des formats, créer des formats de plus en plus nichés pour certaines cohortes de notre audience. Là notamment le dernier exemple c'est les petits déjeuners pour les directeurs, directrices marketing, com et marque avec branding, notre podcast. Donc voilà, on l'a étendu à des petits déjeuners, on va arriver avec un format dîner aussi. Donc en fait
format et chaque cohorte de notre audience va être adressée avec des formats dédiés. Il y aura un format peut-être plus dédié aux petites agences ou même aux annonceurs de plus petite taille. C'est vrai que on a un peu l'impression qu'il y a aussi beaucoup de grosses agences qui tournent autour de J'ai un peu dans la com. Même les annonceurs, ce sont des gros annonceurs. Et est-ce que tu vois, il y a un truc un peu, une envie en tout cas que t'as envie d'insuffler d'inclusivité, d'avoir des annonceurs plus petits ou des agences plus petites? Oui, on a la volonté. Maintenant, c'est aussi une question de business model. On est un nouveau média, on est pure player, donc en fait, on a un business model complètement différent des médias traditionnels. On ne vit pas de la publicité. On vit plutôt du brand content. Donc, ce qui fait que, tu as une partie, toujours éditoriale, comme un média classique. Par contre, tu as une plus grosse présence de brand content. Et donc là, tu es dépendant de qui a du budget pour venir raconter une histoire. Donc évidemment, sur les sujets édito, c'est à nous d'aller chercher des plus petites agences. T'as pas de récurrence. La partie sponsor, c'est un petit peu plus compliqué. En revanche, sur, tu vois, par exemple, les agences avec lesquelles on travaille, c'est finalement intéressant que tu me dis ça parce qu'on a moins de grosses agences, je trouve. On a moins de grosses agences que de plus petites agences. Si on regarde notre espace agence aujourd'hui, il y a des très grosses agences qui devraient y être et qui n'y sont pas. On n'a pas de collab avec eux. Tu vois, c'est peut-être un a priori. Je pense que c'est peut-être un biais parce que une des premières agences qui avait rejoint notre espace agence, justement, c'était une agence montpelliéraine avec un seul bureau, petite agence, très spécialisée dans l'univers de la musique et de l'entertainment. Donc c'était même pas de la pub, tu vois. Donc mais ça doit être un biais cognitif de moi-même qui peut-être projeté que j'ai un peu dans la face. Que justement on arrive à ne pas représenter que les agences parisiennes, de plus de 100 collaborateurs. Tu es entrepreneur média de l'année 2024 avec Valentin. Comment ça s'est passé? Comment tu t'es retrouvé à devenir du coup entrepreneur média de l'année 2024? Je pense que dans l'univers des nouveaux médias, à tous les ans il y en a qui sont récompensés et c'était tout simplement notre tour. Je pense que je pense que c'est mérité en essayant de rester quand même humble. Je pense que l'univers des médias est pas un univers facile. Il y a énormément de médias pure players qui ont énormément de bons formats qui galèrent, on va pas se mentir. Je pense que c'est quand même assez compliqué de vivre, surtout que nous on est autofinancé, on a 100% du capital, donc c'est pas la même chose que quand t'as un fonds derrière qui peut aussi injecter un peu d'argent pour favoriser des investissements, aller un peu plus vite. C'est bien. Donc en vrai, je pense que c'est très cool d'être venu nous chercher là-dessus. Pour nous, ça valide un peu ce qu'on fait, quoi. Ça montre aussi au marché que voilà, on a notre place et que on pilote a priori pas trop mal. Le média, et voilà, en vrai ça me fait plus plaisir pour les équipes que pour moi. J'ai pas spécialement besoin d'être validé, c'est ce que je disais tout à l'heure avec mes proches aussi, j'ai pas spécialement ce besoin d'être validé par qui que ce soit, mais c'est plutôt pour les équipes qui se disent voilà, on bosse pour un média qui est cool, performe, dont les dirigeants sont reconnus. Enfin voilà, je me dis que c'est cool. Ça valide et puis ça peut nous aider sur ces côtés-là. Toi, tu penses à l'équipe plutôt de penser ça aide la boîte, je pense. C'est plus l'intérêt que ça a pour l'entreprise parce qu'on est tout petit. Donc quand tu as des nouvelles recrues, ils se disent où est-ce que je mets les pieds, je vois le truc de l'extérieur, ça a l'air sexy. Je pense que toutes ces petites reconnaissances que l'on peut avoir et qui sont finalement même rattachées à notre personne, moi c'est plutôt l'intérêt pour la boîte et les gens qui nous font confiance, quoi. Tu vois, ça rejoint un peu ce que tu disais, mais est-ce que parfois ou est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir le syndrome de l'imposteur? Ouais, et en même temps, c'est le jeu. Je pense que si tu travailles pour mériter ce que tu récoltes, enfin moi je me sens pas spécialement imposteur, quoi. Et puis même si tu fakes un petit peu au départ, je veux dire c'est comme ça qu'on fait en fait. C'est le mindset entrepreneur. Enfin pour moi c'est complètement le mindset qu'il faut avoir et ça fait partie de l'aventure. Je pense que quand même pour un client, tu vas chercher des gens qui sont peut-être un petit peu ambitieux, qui vont faire un truc un peu nouveau. Tu sais pas trop si ça va performer. En fait, c'est le meilleur moyen pour que si ça super-forme, c'est parce que t'as pris un risque, quoi. Si tu fais un truc flat que tout le monde a fait, t'auras les stats comme tout le monde. Et je pense que c'est ça aussi, les gens ils viennent nous chercher pour ça. Ils viennent nous chercher pour prendre un risque ou pour raconter une histoire différemment, pour ce côté-là en fait. Ouais, et puis ça te permet aussi de toujours être au top de ton truc et de te remettre en question. D'essayer. Ça veut pas dire que tout ce qu'on fait fonctionne comme on aimerait, mais tu sais que tu vas sur un territoire nouveau et finalement ça fait un peu partie du brief de la demande et les gens on leur dit cash aussi quand c'est un premier format, quand on sait pas trop où on va. Ouais, t'es honnête. Ouais, puis on se dit alors ça on l'a jamais fait mais on va tout casser quand même. Exactement. Et puis on verra. Et je vais te montrer quelque chose, donc à l'écran. On a déterré ton vieux Behance. Ah ouais, je savais même pas que j'en avais. Sache que t'en as un.
Est-ce que tu veux, Excellent. est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Moi, j'ai des choses à redire, mais est-ce que tu veux nous en Je parler? savais même pas qu'il existait encore. Sa photo est dingue. Ce soir, il me le dilette. Ouais, ça date. Et j'ai un peu dans la com comment est-ce que c'est né. C'était que je savais que j'allais créer, je savais que j'allais monter une boîte, je savais pas trop dans quoi. Donc je faisais pendant mes études du freelancing, produisais des logos, des cartes de visite. Enfin, vous voyez un peu le résultat. Donc il y a rien qui est extraordinaire. Faut dire qu'on est en 2011 quoi. Je sais pas, j'ai marqué ou pas. Membre depuis 2013, 2013 j'ai fait ça, mais ça c'est des trucs qui datent de facile 2011, 2012, bien avant que j'ai créé J'ai un peu dans la com. Et ça en fait c'était entrepreneur, tu crées des trucs. J'aimais bien me maquer à des projets naissants. C'était des vrais projets? Ouais, c'était alors pour El Taco oui. Ouais. Big up encore à Jean-Noël, deuxième passage dans un podcast où je le mentionne, Apéro RH aussi. C'est quelqu'un qui avait pas mal de besoins, d'idées, très entrepreneur. J'aimais bien être dans la boucle et puis il me disait ok mec, je lance un truc, il me faut un logo, il me faut quelque chose, il me faut le starter pack quoi, il faut le starter pack, carte de visite, site and co. Donc je faisais ça. J'étais pas payé, j'étais jamais payé pour ces trucs là. C'était juste le kiff et se faire la main. Paris, Londres, Tokyo, ça en jette, hein. Non, c'était du bullshit. Bullshit. C'était juste parce que c'était stylé. C'est un mock-up en plus que j'avais dû télécharger. Moi, j'ai juste fait le logo. En fait, ce que j'aimais bien faire, c'était prendre des boîtes qui existaient déjà, des restos qui existaient déjà, leur refaire leur site, un peu de design, du logo, et en fait, aller les voir en leur disant voilà pour ça pourrait être 500 ça. balles, vous l'avez quoi. Mais je me disais, du coup, ils ont pas de raison de dire non. Ou finalement, tu vois, moi, je me suis fait la main sur un vrai sujet, plutôt que, tu vois, je pense que vous l'avez très certainement déjà fait aussi. Tu te fais des choses pour des cases, pour des exemples, un truc que t'aimes bien, tu dis vas-y, j'aimerais bien faire un logo dans l'univers de la food. T'en fais un, mais finalement, c'est juste pour le case et te faire kiffer. Moi, en fait, je me disais, je prends un resto éclaté et je lui propose un truc. Et je me dis comme ça, il a pas de raison Ça a marché. de dire non. Ça a jamais marché. Mais au moins je me disais je l'ai fait pour quelqu'un et limite j'aurais pu leur filer gratos. N'essayez pas cette technique, ça ne marche pas. Non, en vrai, ça pourrait marcher, hein. Même après, en tant que créatif, c'est difficile, je trouve aussi. On a trop du mal à vendre, je trouve. Moi j'étais pas assez créatif. J'étais quand même très commerce aussi, donc ouais, ok. ça me dérangeait pas, mais je forçais pas quoi. Je multipliais les projets, je passais à autre chose. Ouais, on va passer à CMGN. On va passer cette logo. C'est là où je dois faire ça. Ouais. Tiens, tu peux les prendre les trois. Hop. On montre tous les deux ce qu'on a choisi et on explique. Allez, let's go. T'as mis. Ouais, pareil. C'est le genre de typo que j'aime bien, mais j'arrive pas à raccrocher à la marque quoi. J'aime bien le jeu du J, du R. Enfin voilà, il y a une espèce de symétrie un peu. Je sais pas, je le trouve clean, mais ça me procure pas spécialement d'émotion. Tu vois, c'est au bagnole. C'est exactement ça. C'est ce que j'allais dire. Moi, je trouve que pour le coup, en termes d'émotionnel, on a downgrade de ouf par rapport au logo d'avant, qui était hyper assez. Bon, tu prends le Jaguar, exactement. tout ça. Et en vrai, on hyper grave. Donc, totalement d'accord. C'est joli. Et moi, tu vois, je trouve même pas bien joli. En fait, tu vois, l'espace entre chaque glyphe, chaque lettre est hyper important. C'est hyper diffus. Bon, j'ai mis ouais pour pas dire nope, mais en vrai... j'ai hésité aussi. J'arrive pas à ça. Le mec m'y cuit à chaque fois. Toi, t'achètes. Mais en vrai, j'ai un doute aussi. Style de, tu vois, des formations de lettres, etc., c'est un peu daté, même si j'aime bien l'intention qu'ils ont voulu donner et le fait que ce soit un carré, enfin voilà, c'est assez facile à utiliser, c'est assez dynamique. Et toi qui est entre deux là. C'est justement parce que je sais même pas. C'est ok, mais je trouve que dès que c'est petit, ça devient illisible. Si je connais pas la Redoute, enfin, je retrouve rien de spécial. Quoi. Ça marche, mais. Je connais Firefox. Je vais pas mettre un mois quand même. Faut que tu décides. Faut arrêter de vouloir être gentil avec la commu. Ok. Qu'est-ce qui te plaît? Parce qu'il me déplaît pas. c'est rond, donc j'aime bien moi ce qui est un peu arrondi, tu vois, comme tout à l'heure Jaguar, je le trouvais assez sympa parce que j'aime bien les formes assez arrondies. Tu vois, il y a du dégradé, et le dégradé, je trouve que c'est dur. Enfin, j'ai du mal moi avec des logos avec du dégradé. Ok. Et celui-là, je l'aime bien. Je sais pas, je trouve que voilà, il fait une petite flamme. C'est un petit renard sympa. J'aime bien les renards. Je trouve que visuellement, c'est joli. Il y a juste la petite boule de cristal là au milieu que j'aime pas. Voilà. Okay. J'aurais pas mis ou j'aurais mis autre chose. Ouais, ok. Ouais. Pourquoi t'achètes? Tu vois, c'est une manette quoi le truc. Par le gamer, c'est aussi un petit bonhomme, donc les commules et c'est en lien avec ce qu'ils font. Je trouve ça match bien, j'aime bien la couleur. La typo est cool. Ouais, la typo est cool. Un petit peu de travail, non, c'est pas mal, c'est bien. Ça me va. J'achète carrément. Ouais, carrément.
Mais j'espère que Romain, il va pas regarder la vidéo, parce que sinon, non, j'ai... En fait, j'ai tendu la pancarte mouais, ouais, parce que je sentais que ça était positif. Non, ouais, bah, quand tu sais pas, tu mets, ouais, non, en vrai, j'aime bien. Je sais pas, je le sens spontané, un peu. Nature peinture. Et ça s'appelle La Vie. Ouais. Du coup, bah, ça fit. Je sais pas, je trouve qu'il est simple, il est normal. Puis il est sympathique. C'est jovial, quoi. C'est sympa. Puis l'univers est incroyable. Mais je pense que ça peut pas marcher avec toutes les marques, tu vois. Non. Je pense que, non. en plus, cette espèce de banderole, là. En vrai, ouais, ça peut va pas être fitter, ouais. Ça peut être cheap, quoi. Ouais, mais en vrai, pas du tout. Cheapos, mais ouais. Mais je trouve que ça match bien avec La Vie. C'est hyper bien réussi, effectivement, ça marche pas avec tout. Je pense que ça marche que pour eux, mais c'est ça qui est fort parce que du coup, en vrai, ils pourront difficilement se faire copier et l'univers est incroyable. J'achète. J'achète, en vrai, c'est cool. C'est toi qui l'as fait? Non. Ok. C'est pas moi qui l'ai fait. On avait un logo éclaté avant. On aurait dû le déterrer, les vaches, on aurait dû je devrais pas dire ça pour celui qui l'a fait, mais on avait besoin de sortir quelque chose de nouveau. Je trouve que c'est pas du tout ce qu'on voit chez les autres. Ouais. Il est pas facile à exploiter en vrai. Ouais, par contre. Il est pas toujours hyper lisible en petit et il est évidé du coup parce que quand tu le mets sur un t-shirt ou quoi, c'est des bords très fins. Tu peux te foirer assez facilement si tu fais un truc brodé, si tu fais, il est un peu contraignant, mais je sais pas, je l'aime bien, je le trouve visuellement agréable. Il est un peu lourd, mais c'était aussi un peu la volonté, c'était d'imposer et qu'on le remarque, que ça fasse un peu pavé. En plus, la marque, je pense qu'elle est presque... T'es pas obligé de dire... Si, mais en plus, j'achète. Non, mais en fait, je pense aussi surtout que ta marque est plus forte que son logo, pour le coup. Enfin, tu dis, j'ai un peu dans la com, en vrai, beaucoup de monde connaissent, tout le monde connaît. En vrai, de vrai, tu vois, le fait que t'aies du mal à l'exploiter sur certains supports, enfin, du moment qu'on sait que c'est édité par J'ai un pote dans la com, ça match, tu vois, parce que voilà, ta marque est hyper forte. Et ouais, non, en vrai, je trouve qu'il fonctionne bien. Le fait qu'il soit, en fait, massif, c'est un peu son défaut, mais à la fois sa qualité. Ouais, en petit, par contre, la galère. Et je sais pas ce que vous faites sur les social media, tu vois, genre Favicon ou quoi, je pense qu'il est juste en petit, c'est ça? Ouais. C'est pour ça que c'est chiant. Mais bien. Merci Ophélie, bravo Ophélie. Je voulais qu'on parle un peu d'IA. Il y a eu pas mal de confs sur l'IA au Cannes Lions. Est-ce que tu penses que ça met en péril un peu ton domaine d'activité, même le domaine de la création pure? Comment tu te positionnes par rapport à ça? Moi, je suis assez terre à terre. Je me dis, de toute façon, on peut pas y échapper. Ouais. Donc, ça sert à rien de se... manger le cerveau. Ouais. Même s'il y a des gens qui ne veulent pas l'utiliser, il y en a d'autres qui le feront. Donc, tu vas avoir un problème de compétitivité très certainement à un moment. Après, c'est un peu comme tout. C'est quelle est la position que tu veux avoir. Est-ce que tu as envie de l'assumer? Est-ce que tu peux l'assumer? Je dis pas que je suis full favorable. Ouais. Je dis juste que c'est là et on n'a pas le choix. Maintenant, c'est qu'est-ce que les gens vont en faire et qu'est-ce que les gens acceptent de faire avec. Est-ce que ça mettrait en péril notre métier, nos métiers? Ça va les bouleverser, c'est sûr. Toi, tu vois comment, tu vois, pour l'intégrer? Enfin, je sais pas si tu l'intègres déjà, tu vois. Ouais, on utilise un petit peu d'IA. Nous, ça nous aide sur la partie un peu plus gestion. Ouais. Aujourd'hui, pas forcément sur la création, si ce n'est à la limite quand t'as un contenu, tu peux décliner 2-3 captions, tu peux avoir des idées, tu peux t'inspirer. Ou bien peut-être beaucoup sur ça, sur de l'inspiration, mais on l'utilise déjà et après je pense que ça va juste complètement changer des métiers, ça va très certainement faire soit disparaître ou les changer tellement qu'ils ressembleront plus du tout à ce que c'était. Ouais. Et pour la créa pure, pour tu vois tout ce qui est créa pure sur de la pub, sur du branding, des affichages, c'est un peu comme internet, comme les outils graphiques aussi. Maintenant, ça va rendre des choses accessibles à des gens qui n'y avaient pas accès. Ouais. Tu vas pouvoir faire un visuel sans être graphiste. Ça veut pas dire qu'il sera aussi quali ou aussi travaillé avec une histoire derrière ou tout ce que tu veux, mais tu vas avoir accès à... Tu peux faire un moodboard hyper simplement. Tu peux plus facilement briefer quelqu'un et lui dire voilà, c'est ça que j'ai dans ma tête. Parce que tu peux le montrer. Parce que quand t'es pas graphiste, quand t'as aucun talent artistique, dessinateur, tu t'as un truc dans ta tête, c'est hyper dur. Par contre, si tu sais poser les bons mots et que des choses te sont proposées visuellement, c'est plus facile de dire voilà, je veux quelque chose qui ressemble à ça, avec une composition semblable à celle-ci, et t'as juste prompté quoi. Tu le vois un peu comme un facilitateur. Ouais. En tout cas sur ça. Ouais. Après en vrai, ça va vraiment beaucoup changer certains métiers quoi. Et en même temps, peut-être que du coup il y aura une expertise à trouver ailleurs ou à développer en complément. Et puis voilà. Question un peu perso, est-ce que t'as un designer, illustrateur, typographe ou architecte que t'aimes beaucoup? J'ai pas assez de culture là-dedans, mais j'avais adoré la première interview que j'avais faite sur le média, qui était avec, de mémoire, Jérôme Meyer-Biche, qui était un des illustrateurs ou l'illustrateur des femmes sur les packaging DIM. D'il y a, je sais pas, peut-être 15-20. 15-20 ans, je sais plus trop. Et j'adorais son travail et j'ai eu la chance de le rencontrer et de faire une interview de lui. Donc voilà, je vais dire
Jérôme Meyerbiche. Si c'est bien ça son nom d'avant. Faudra vérifier. Est-ce que tu as une anecdote, un peu de zinzin à nous partager? Alors une anecdote assez sympa et drôle. Bon, y a pas mal de monde maintenant qui la connaît parce qu'on la raconte. Mais pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est un de nos afterwork. Donc on organise les afterwork de la com. On est en plein été, plein mois de juin. Avec Valentin, à l'époque, on était nous deux, plus peut-être une ou deux personnes dans l'équipe, des bénévoles pour nous aider parce que c'est des événements à 500-600 personnes avec plein d'animations, des bars de partout. Mais tout ça, c'est monté dans un lieu qui ne... C'était une école, hein. Du coup, c'était un campus, donc c'est pas fait pour. Donc tout est installé, prévu, donc t'as toute la logistique d'acheter des glaçons, tout ça. Et c'est justement sur les glaçons. C'est une soirée qui démarre à 18h30, qui finit normalement autour des minuit. Et là, il est à peine 20h, donc tout le monde commence à être là. C'est le climax de l'événement. Et on a un des bars qui vient nous voir et qui nous dit on a plus de glaçons. Sauf qu'il fait 30 degrés. Il y a des cocktails à balles et les cocktails sont prévus avec des glaçons. Normal. Donc là, en plein milieu de la soirée, on est là avec Valentin, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? On n'a pas de glaçons à notre événement, quoi. J'ai hâte de savoir la chute de cette histoire. Et donc, ni une ni deux, avec Valentin, je dis, on prend la bagnole et on va chercher des glaçons quelque part dans Paname. Dans le 15e, on voit un McDo, je dis, ils ont forcément des glaçons, donc on leur achète des glaçons, on s'en fout. Et du coup, le McDo nous dit, désolé, la machine à glace est en panne. Et donc, du coup, on remonte en bagnole et puis là, on passe devant un Monoprix. On va au niveau des surgelés, t'as 2 pauvres sacs de glaçons. Je vois l'embrouille arriver, moi. En repartant, passe devant le rayon poissonnerie. Et là, il y a à balle de glace pilée. Est-ce qu'il y a un monde où ils ont une machine à glace qui fait de la glace, mais qui n'est pas de la glace qui est sur l'étalage, quoi. Et du coup, est-ce que c'est de la glace qu'on peut consommer? Donc du coup, on leur demande, on a une machine à glace, tout est ok, tout est aux normes, il y a pas de problème. Et du coup, je leur dis, du coup, il me faut de la glace. Je vous achète toute votre glace. Et là, ils nous disent, mais on sait pas où la mettre. Donc du coup, on a acheté des cabas. On a vidé tous les cabas du Monop en caisse et après on est retourné. En fait, on a chargé des dizaines de sacs de glace. En plein event, on a avec tous les cabas Monoprix et 6 ans après, on a encore les cabas Monoprix qui ont servi à transporter la glace. Puisqu'on devait en avoir à peu près 40. Donc 40. Ouais, on a vidé tous les sacs. Incroyable anecdote. Merci beaucoup. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup pour ton temps. Merci pour l'invite. Est-ce que tu as un mot de la fin? Ou tu veux finir vraiment là-dessus sur cette anecdote? Vous plantez pas si vous êtes pas graphiste avec cette notion de CMJN. Tiens, je vais faire le lien parce que je sais qu'au début je me suis planté. T'as jamais le résultat qui c'est jamais la bonne couleur. Parce que tu fais pas gaffe et que t'étais en train de faire un truc avec le mauvais profil de couleur. Donc c'est un bon vérifiez bien. C'est un très bon conseil. Merci beaucoup. Voilà.